La traversée. 18 septembre 1892. Nous venons de quitter le sud-est de la côte américaine. À partir de la Floride, nous nous dirigeons vers l'Alaska, en passant par le sud, le détroit de Magellan. Nous faisons route à bord du Gloriana. Le Gloriana est l'un des derniers bateaux munis de plusieurs mâts se faisant pousser par le vent qui souffle dans ses voiles. Il ne contient donc aucune machinerie, vapeur, qui pourrait le faire avancer. Notre périple devrait durer entre 6 mois, ou peut-être même 9. Mon équipage est composé de la pire racale que mon fidèle assistant capitaine, M. Fourmez, a pu retrouver dans les débris du port. D'ailleurs, cela fait presque 24 heures que nous avons levé l'ancre et certains sont encore en train de cuver leur vin. Je m'en vais donc assigner à M. Fourmez de réveiller ces fainéants. Notre première amorce dans l'océan Atlantique se déroule sans aucun nuage dans le ciel. Cependant, l'équipage est d'une lourdeur incroyable. Il me fait envier le fouet que maniaient mes anciens avec leurs esclaves. Je ne suis qu'équipé que des aboiements répétés à leurs égards de mon assistant capitaine. Plus vite, bande de chagals! On se grouille, sinon je vais faire passer par-dessus bord! Cesse de rêver au trésor que tu pourrais amasser et travaille pour gagner ton dû! Si après ces vifs grognements, un matelot se refuse de travailler, il me suffit de le foudroyer de regards noirs pour qu'il obtempère. Voilà maintenant plus d'une semaine que nous voguons vers le sud. Le vent nous souffle à une vitesse considérable. S'il continue ainsi, en 3 mois, nous serons rendus en Alaska. Peut-être que l'on m'offrira une prime pour ma rapidité. Bon, j'avoue que c'est un gage un peu présomptueux. On pourrait même dire que c'est un espoir de jeune mousse dont je rêve. Je me le permets bien. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à cela cette semaine. Mon équipage s'est réveillé. Ils ont trouvé leur souffre-douleur. Un moussaillon corpulent répondant au nom de Florent. Oh, ce jeune homme timide et inconnu de tous s'est laissé rosser par une partie des matelots un soir qu'ils s'énervaient tous à vouloir boire de la boisson. Le lendemain, après avoir bandé ses blessures avec des vieux chiffons, Florent est descendu sur le pont pour effectuer son travail sans rechigner. Le jeune homme a de la force de caractère. J'estime qu'avant la fin du voyage, ce seront les matelots qui se feront colorer la peau des poings du moussaillon. Surprise! Aujourd'hui, le seul client qui voyage à bord de notre vaisseau, le Gloriana, est sorti pour la première fois de sa cabine. Ce grand escogriffe, M. Lemberg, après avoir entrouvert la porte, s'est empressé de jeter devant son fin nez son mouchoir de poche. Ensuite, il s'avança en direction du pont pour jeter un regard dédaigneux sur les marins qui s'affairaient à faire avancer la cargaison de monsieur. Il s'est ensuite retourné pour entrer dans sa cabine. Je me souviens encore du regard presque meurtrier qu'il me jeta avant de fermer sa porte. J'espère que monsieur s'amuse seul dans sa cabine. Selon mon assistant capitaine, monsieur Fourmez, c'est la 12e bagarre depuis notre départ qui éclate aujourd'hui. Malheureusement, cette altercation a coûté la vie à un de mes matelots, un jeune freluquet dont je n'ai même pas mentionné le nom, tant sa vie m'importait peu. J'ai donc placé le moussaillon Florent qui, depuis quelque temps, n'arrête plus de m'étonner. Lors de la dernière risque qu'il a pris part, Florent, n'en pouvant plus de se faire malmener, a décidé de faire face à l'ennemi. Il a dégainé un couteau qu'il avait subtilisé au cuisinier et il l'a planté profondément dans la cuisse de son premier assaillant. Les autres matelots l'ont assailli tous en même temps. Il a continué à se défendre avec ses poings et est devenu monstrueux avec l'endurcissement du voyage. Tous les agitateurs, sans exception, sont sortis la joute avec une multitude de blessures bleuâtres. Depuis ce temps, plus personne n'embête Florent. Tout le monde est sorti heureux de cet événement, même M. Landberg, qui a assisté à la bataille de la fenêtre de sa chambre. Il souriait devant ce spectacle, cet imbécile. Le seul qui a eu vraiment souffert, c'est le poignardé,
qui est allé faire un tour du côté du cuisinier, qui lui a rafistolé une jambe de bois. Le Gloriana ressemble étrangement à une foire. Mes matelots s'amusent à noyer les joueurs de dés dont la dette est trop grande pour être remboursée. Ils attachent le perdant par les pieds à une corde, ils le glissent doucement par-dessus bord et ne font que tremper la tête du captif. Ce dernier, pour éviter la noyade instantanée, se pousse la tête hors de l'eau à l'aide de ses bras. C'est avec ce mouvement vif et répétitif que l'homme évite la mort. Malheureusement, il arrive un moment où ce petit jeu doit cesser. Un homme, malgré sa crainte de la mort, abandonne le combat quand son corps n'en peut plus. Vidé d'énergie, il laisse sa tête sombrer complètement, immergée dans l'eau, sans en ressortir. De sa fenêtre, M. Landberg assiste à ce spectacle avec une joie horripilante. Aussi, il a eu l'idée aujourd'hui de jouer à ce petit jeu avec un ajout propre à lui. Il est sorti de sa cabine pour la 2e fois du voyage. L'air toujours aussi dégoûté de l'environnement qui l'entoure, il s'est dirigé d'un pas décidé vers moi. Il me demanda d'attacher un membre de mon équipage à une corde pour le jeter à la mer, comme mes matelots savaient si bien le faire. Je refusai de donner un tel commandement, mais je l'invitai gentiment à prendre part au risque de nos bons hommes. M. Lamberg se renfrogna, fit demi-tour et claqua la porte de sa cabine. Oh, je croyais que l'incident était clos. 5 minutes plus tard, voilà que notre passager sort à nouveau de ses appartements. Surpris de le voir sortir 2 fois la même journée, d'un entrain aussi décidé, je ne remarque pas le revolver qu'il tient dans sa main. Il est descendu sur le pont pour tirer sur le premier matelot qui lui faisait face. Bang! Pour éviter qu'il se mette à descendre tout mon équipage, j'ordonne à M. Fourmez d'attacher le blessé après une corde. M. Lamberg insiste pour qu'on attache la victime par le bras et non par les pieds. J'acquiesce à sa requête et l'équipage fait comme demandé. Pendant ce temps, M. Lamberg passe par-dessus la coulée de sang qui dégoutte dans l'océan pour s'adresser à Florent. M. Lamberg dévoile une somme d'argent importante. Florent acquiesce et s'empare vivement de la somme. Sous les ordres de M. Lamberg, Florent balance le blessé par-dessus bord. Après avoir plongé sous l'eau l'espace d'un instant, notre homme refait surface pour aspirer goulûment sa portion d'air. Malgré sa blessure, il nage. La corde n'exerçant aucune tension sur ses membres, il n'est pas encombré. Je regarde M. Lamberg qui toise les alentours de l'eau sombre et je sais pertinemment à quoi il pense. Au requin! Soudainement, un aileron apparaît, émergeant de l'eau. Au moment où l'aileron est près de notre homme à la mer, M. Lamberg pousse un cri. Florent, dont la musculature s'est développée favorablement depuis notre départ, possède maintenant une force hors du commun. C'est donc au même instant du cri de M. Lamberg que Florent tire sur la corde avec une facilité surprenante pour sortir le corps hors de l'eau. Une mâchoire dangereusement dentée passe au même endroit où se situait l'homme une fraction de seconde plus tôt. Mon matelot blessé, voyant de quoi il s'agit, se met à hurler, de peur. Il supplie, il pleure, gémit, pendant que le manège se répète à reprises. Pleurant sa joie dans une hilarité déconcertante, M. Lamberg est à 2 doigts de rejoindre le malheureux dans l'océan. Puis, comme c'est de coutume, le requin attrape finalement sa proie et lui arrache un morceau de jambe. J'ordonne alors à Florent de remonter notre mutilé sur le bateau. Il s'exécute. J'envoie le blessé au cuisinier qui lui façonne une nouvelle jambe de bois. De son côté, au bord de la crise d'apoplexie, M. Lamberg essuie une larme. Riant toujours, il remonte enfermé dans sa chambre. On le retrouvera le lendemain mort, le sourire aux lèvres, comme si son rire l'avait tué.